Alors, on retrouve mon ami Christian Page. Bonjour, Christian. Salut, Bernard. D'abord, je dois dire à tous les auditeurs, je vous ai induit en erreur quand je vous ai dit que Pompéi, ça s'était passé en 79 avant Jésus-Christ. Et je ne faisais que citer ce qui est sur Google, mon cher Christian. Si tu fais Pompéi sur Google, le premier élément qui sort, c'est Pompéi, il raconte l'histoire et il dit ça s'est passé en 79 avant Jésus-Christ. Or, c'est faux. C'est en 79 après Jésus-Christ. Tu m'avais très gentiment et très diplomatiquement ramené à l'ordre, mais moi, me fiant sur ce que je lisais, je m'étais obstiné avec toi. Je ne devrais pas m'obstiner avec Christian Page sur ça. Mais tu sais, Bernard, c'était tout à fait légitime, tu vois, parce que j'avoue que quand j'ai dit d'abord 79 après Jésus-Christ, puis là tu reprends en disant non, c'est avant Jésus-Christ, t'as semé le doute. Oui. Mais je sais, mais j'ai certitude, ça a semé le doute. Parce que mon souvenir en était, en 2008, j'ai tourné une série pour Évasion, qui s'intitulait À la recherche des reliques saintes. Et on est allé filmer le miracle du sang de Saint-Janvier, qui est à Naples. Or, Naples est la ville juste à côté d'Herculanum et de Pompéi. Oui. Et on a pris un après-midi avec l'équipe pour aller sur place. Et on a rencontré, il y avait des archéologues qui sont là, il y a continuellement des recherches. Et le souvenir que j'en avais, on avait beaucoup parlé de la date parce que, selon les livres d'histoire, le Pompéi, l'éruption du Vésuve était citée par les livres d'histoire comme étant durant l'été de 79 après Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on était en 2008, on venait de faire de nouvelles découvertes qui permettaient de replacer la date plus tardivement. Donc, on parlait plutôt peut-être d'une destruction aux alentours du mois d'octobre ou de novembre 79. Mais écoute, c'est une discussion que j'ai eue il y a 12 ans. Oui. Alors, mais tout ça pour dire, alors retenez, le Vésuve, Pompéi, c'est bien 79 après Jésus-Christ. Voilà, c'est dit. Maintenant, parlons du Titanic. Ça, c'est en 1912. Ça y est, je m'ostinerai pas avec toi là-dessus. 1912, dans la nuit du 14 au 15 avril. Voilà. Et pourquoi on parle du Titanic, ça peut paraître surprenant, parce que c'est une histoire qui a fait énormément couler de l'encre, cette histoire, et là je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais cette histoire du Titanic, c'est une histoire qui est continuellement ramenée sur le devant de la scène, parce que l'exploration d'abord de l'épave nous permet d'en savoir davantage sur le drame, parce que les livres d'histoire racontent tous le même événement. Hein. On est dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic se trouve dans l'Atlantique Nord à l'est de Terre-Neuve et il frappe un iceberg et va couler en à peu près 2h30. Le nombre des victimes, 1500, 700 vont survivre à la catastrophe et pendant des années, on va chercher l'épave du Titanic, qui est probablement le navire le plus connu après l'Arche de Noé. Et il faut attendre le 1er septembre 1985 pour que l'océanographe Robert Ballard découvre l'épave à peu près à 5 kilomètres de l'endroit où on l'avait localisé au départ au moment du naufrage. Et bien sûr, on se disait, c'est l'iceberg a ouvert une brèche de 100 mètres de long dans la carène du navire, ce qui est le tiers de la longueur du bateau. Donc, il y avait, même en inondant tous les compartiments étanches, il n'y avait aucune possibilité que le bateau reste à flot. Mais la première découverte qu'on a faite, c'est que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu une brèche qui s'est ouverte sur la carène du bateau, mais l'acier avait perdu son élasticité à cause de l'eau froide, et quand il a frappé l'iceberg, ce sont les rivets qui ont sauté, et ça a créé comme une espèce de tôle froissée tout le long du navire. Donc c'est pas une voie d'eau, c'est des centaines de voies d'eau qui se sont ouvertes entre les plaques du navire. Mais c'est pour ça qu'il s'est rempli si vite. C'est pour ça qu'il s'est rempli si vite. Mais on se posait quand même une question. On avait mieux déterminé la cause du naufrage. Mais une question demeurait. Comment expliquer qu'au moment du naufrage, les SOS du navire n'ont pas été entendus par d'autres bateaux qui circulaient à proximité? On sait qu'il y avait un bateau, le Californian, qui a tout simplement ignoré les messages de détresse du Titanic parce que, il y a eu un imbroglio entre le type qui était à la radio du Californian et du Titanic, puis le type est allé se coucher et une demi-heure après, le Titanic a frappé l'iceberg. Mais on sait qu'il y avait un autre navire tout près
qui n'a pas répondu aux appels du navire. Et et on sait que le Titanic, lorsqu'il a réussi à rejoindre d'autres bateaux, dont notamment le Carpathia, qui était le premier navire arrivé sur place, le Carpathia est arrivé à peu près à 5 km de l'endroit où le Titanic avait donné sa dernière position. Alors on se dit, mais comment est-ce qu'il a pu se tromper à ce point? Comment les instruments de navigation, le compas par exemple, a-t-il pu donner une fausse position au Titanic? Pourquoi les communications radio étaient-elles si difficiles? Et voilà que des historiens, là c'est un article très sérieux, publié dans le journal de la Société de météorologie du Royaume-Uni, donc très proche du Titanic, puisque le navire battait pavillon britannique. Oui. Et là, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait autre chose qui nous aurait échappé? Parce que dans une catastrophe comme celle du Titanic, ce n'est pas un événement, c'est toujours une série de petits événements qui éventuellement vont entraîner la catastrophe. Et là, on constate que dans les témoignages des survivants, ainsi que des témoignages de matelots qui étaient sur les navires qui ont porté secours au Titanic, tous ont parlé de la présence d'aurores boréales. Or, les aurores boréales vont provoquer d'abord c'est des vents solaires qui s'engouffrent dans les pôles, qui créent ces espèces de rideaux dans le ciel, mais ils engendrent généralement des perturbations électromagnétiques. Or, à quoi répond un compas sur un bateau? Bien sûr, au nord magnétique. Si on perturbe, les relevés magnétiques, bien sûr, il est possible que notre compas soit faussé et simplement de fausser le compas de 5 degrés seulement aurait placé, parce que durant la soirée, un des navires qui précédait le Titanic, le Californian, a envoyé des messages au Titanic en disant attention, il y a des icebergs sur la route. Et malgré ces informations-là, le Titanic est allé droit dans le bloc de glace. Est-ce qu'on est capable de démontrer que le Titanic n'a jamais reçu la communication du Californian? Non, le Titanic avait reçu les communications du Californian. Mais on se demande pourquoi il est allé se foncer directement sur l'iceberg. Et là, on constate qu'avec les variations dans le champ électromagnétique, le compas aurait pu être faussé. Et il aurait suffi de le fausser seulement de 5 degrés pour aiguiller le Titanic sur une fausse route. Et cette route-là l'amenait directement en collision avec l'iceberg. Wow! Donc, tu vois, c'est fondé scientifiquement, ce que tu nous dis là. Oui, absolument. Donc, s'il n'y avait pas eu cette fausse mesure, cette perturbation, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aurait jamais eu de tragédie. Oui, tu as tout à fait raison, parce que dans la soirée, le San Felice, c'est le nom qu'on donne aux gens qui étaient à la radio, le San Felice du Titanic, a reçu des informations du Californian qui lui disait que sur telle ou telle route, à tel ou tel degré, latitude, longitude, il y avait des icebergs. Donc le Titanic le pilote du Titanic avait volontairement choisi de détourner le navire pour ne pas passer sur ce chemin-là, et pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait. Et on comprend que s'il y avait une erreur seulement de 5 degrés dans le compas, le Titanic s'est enlevé. Donc, c'est toute une série de petits glaciers trop rigides au moment de l'impact, des fausses données par les appareils de navigation. Bref, c'est toute une série de petits éléments comme ça qui ont entraîné ce qui est devenu la plus grande catastrophe maritime du transport civil. Christian Page, très intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Jeudi prochain, jeudi. Daniel Morin qui m'écrit pour dire Borgen, là, c'est pas juste sous-titré en français, c'est traduit en français. Écoutez ça sur Netflix. À demain tout le monde!